Alors, bonjour à toutes et tous. Voilà, on va commencer avec une prise de refuge. Cette leçon, donc leçon 13. Tiens, gâteau. Merci. Alors, la prise de refuge. Sange C'est la leçon chotong 10. sog. Pardon, pardon. Excusez-moi, c'est la leçon 10. Alors, ça va être la leçon. Alors, on revoit un peu la leçon 9, et puis après, on Oui, attaquera la leçon 10. Ok. Alors, pardon. non, non, mais c'est pas de problème du tout. Sange chö tong tsoge chö nam la chung chum paratu dani kyab suchi indagi jin soge pe sunam ki rola penchir sange ro parai sho. Voilà, parfait. Eh bien, donc oui, pour répondre, alors je pense que c'était Géraldine qui posait la question. C'est ça, ok. Alors oui, oui, on va juste revoir un peu la leçon euh, 9, donc celle de la leçon passée, histoire de voir si vous avez eu le temps un peu de regarder un peu tout ça. Alors évidemment, je suis bien conscient que, comme on l'a dit la dernière fois, on fait un petit saut quantique là. C'est-à-dire qu'on est en train, on quitte le domaine finalement assez rassurant de l'épellation, qu'on doit continuer à entraîner, on est d'accord, ça on n'y coupe pas, mais là maintenant on rentre dans l'analyse. Alors tout à coup, ça fait comme une espèce de gros appel d'air en se disant oula, 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 il y a plein de choses. Alors c'est là où il faut dédramatiser. Et je n'aurai de cesse de dédramatiser. Parce qu'en fait, il n'y a rien de très compliqué si ce n'est s'habituer à une tournure de pensée. C'est typique de la grammaire tibétaine, c'est de nous emmener dans une autre manière de voir les choses. Et en fait, la leçon précédente, il y a du vocabulaire évidemment, mais comme vous voyez, on travaille petit segment par petit segment. La dernière fois, on a travaillé 2 lignes en fait. Donc, ça ne veut pas dire qu'il y a besoin de tout savoir, évidemment pas, mais en même temps, on est d'accord qu'il y a pas mal de choses. Euh, le vocabulaire, c'est pas des tonnes de mots, bien sûr, mais on voit bien, et c'est là où il y a un petit saut, une petite bascule, parce que à ce stade, euh, il va être pas mal d'avoir du vocabulaire pour soi qu'on peut considérer comme des mots-clés, parce que ça nous permet ensuite de moins avoir besoin de travailler sur la lecture et de pouvoir retenir des mots qu'on retrouvera très souvent. Je pense ici, si je zoome et que je prends juste ce segment ici, qui est un segment qu'on a vu dans la leçon passée, donc dans la leçon 9, on a Tekpa Chenpo. Alors là, on voit très bien que justement, si on a trop de difficultés à la lecture, ça va devenir pénible. Donc, il ne faudra vraiment pas, vous laissez pas la lecture derrière vous. C'est-à-dire que, idéalement, vous vous entraînez toujours un peu à la lecture et à l'épellation. C'est super important. Parce que sinon, ça va devenir pénible. Pénible pour vous, parce que dans ce cas-là, chaque fois, vous serez face à un mot comme ça, et vous devrez vous poser la question, attends, comment est-ce que je le prononce? Donc là, il faut quand même pas mettre trop d'énergie là-dedans. Il faut que ce soit assez évident. Tekpa Chenpo, qu'est-ce que ça vous dit? Ça vous dit quelque chose ou rien du tout? Allez-y. Si ça vous dit quelque chose, je vous écoute. Sautez sur les micros, ouvrez-les. Voilà. Ah, le grand véhicule. Absolument. Le grand véhicule. Tekpa Tempo. Et puis, Cathy, si on a Tekpa Tempo, tu me dépiotes un peu ce petit segment. Tekpa Tempo, ce groupe de mots. Tekpa, c'est véhicule, Très bien. pas, et Chempo, c'est grand. Impeccable. Chenpo, c'est grand. Donc, si je te dis que arbre, ça se dit Shindong, et donc je te demande de me dire un grand arbre. Shindong, Chenpo, Impeccable. Shindong Chenpo. Et c'est bon, vous parlez tibétain. C'est tout simple. Pourquoi non, mais c'est effectivement aussi simple que ça. Si vous avez les mots, vous avez un petit bocal où vous mettez vos mots dedans. Imaginez, vous avez 30, 40 mots. De toute façon, au fur et à mesure, vous allez augmenter votre bocal. Vous allez vous retrouver avec une collection de mots. Quand vous avez une collection de mots, bah, c'est pas si compliqué. C'est-à-dire qu'après, vous faites quoi? Vous faites des combinaisons.
entre tous les mots. Une fois que vous avez Chenpo, vous le mettez à toutes les sauces, hein. Et puis du coup, ben, évidemment, ça facilite beaucoup les choses. Patrice, je vois que tu as levé la main. Dis-moi. Oui, une petite remarque technique, c'est que, à nouveau, quand il y a un intervenant, c'est l'intervenant qui apparaît sur mon écran. Ok. Ah, Et normalement, ça devrait... et Regarde, je sais pas regarde. si c'est de mon côté, mais je t'entends pas trop fort. Tu m'entends pas trop fort. Alors là, mis à Grosso part, modo. là, je crois qu'il faut que tu lèves ton volume parce que là, de mon côté, je peux pas faire grand-chose. Je suis au maximum du volume. Et puis regarde en haut à droite sur ton écran, il faut que tu mettes je crois que ça vient du choix d'affichage des vignettes. Parce que je pense Ok. pas que tout le monde rencontre ce problème, non? Jean-Marc, Oui. en haut à Ça, je droite, pense pas. permettre pour la solution, en fait, on va sur ta vignette, il y a trois petits points en haut à droite et on peut faire afficher, épingler, en fait, juste cette vignette-là et du coup, il n'y a plus de problème après. Très bien. Alors Patrice, si tu veux bien essayer ça, Donc, en haut, tu vas sur ma vignette, tu as trois petits points à droite de ma vignette. c'est quoi à droite de ta vignette? Attends, ta vignette, moi je ne la vois pas. Alors ma vignette, Oui, ah oui, d'accord, là. et puis tu fais épingler, Ajouter des pains. ok. Voilà, Et on va puis voir. et normalement En tu, principe, ça fonctionne. est-ce Oui, que ok, c'est bon. super, très bien. Comme ça, c'est parfait. Comme ça, moi, ça me permet de garder vos vignettes grandes sur mon écran. Ce qui fait que pour l'interaction, c'est comme vous étiez, c'est même pas comme si vous êtes là avec moi dans la pièce. Donc c'est quand même génial. Parce que si vous avez des trop petites vignettes, ça facilite pas l'interaction. Pour moi, ça facilite beaucoup l'interaction quand je vous vois. Et il y a Françoise qui nous rejoint. Bonjour Françoise. Eh bien c'est Bonjour. super. Voilà. Eh bien c'est très bien comme ça. Plus on est de fou, plus on rit. Euh, Donc voilà. Ok. Donc on voyait Tekpa Tchenpo. Ce que j'étais juste en train de vouloir vous dire, c'est ne perdez jamais de vue que vous apprenez pas des mots de vocabulaire out of the blue. Vous apprenez des mots de vocabulaire qui vous sont utiles dans plein d'autres situations. Donc quand vous avez Tchenpo, bah, Tchenpo évidemment que c'est un mot-clé. Donc là, je vous encouragerais vraiment à vous faire, mais peut-être, je ne sais pas, vous notez sur des bouts de papier, vous vous faites une boîte vraiment à mots-clés. À vous de voir comment vous vous organisez. Mais il y a des mots que vous gardez, vraiment pour vous. Un autre mot-clé ici, c'est do. Do, surtout si on fait de l'analyse de tibétain classique. Do, c'est quoi? C'est Je, Sutra. sutra. Sutra, sutra, Philippe. Euh, pardon, c'est là, je, exact, da, c'est je, qui est un autre mot-clé. Tu as tout à fait raison. Non, non, mais il n'y a pas de problème, hein. On peut temporairement confondre, hein. C'est pas du tout un souci. C'est juste pour dire qu'à partir de là, Tepa Chempe Do, eh ben, ça nous donne un sutra du grand véhicule. Ok? Et ça m'intéresse beaucoup. Ça m'intéresse parce que c'est là où c'est là où je veux vous faire aller. C'est-à-dire, je veux vous faire aller à la compréhension du génitif. C'est ça que vous devez réussir à comprendre. Pourquoi? Parce que, encore une fois, les particules, c'est le liant des mots et groupes de mots. Donc c'est ce qui va articuler votre texte. À partir du moment où vous comprenez comment le texte s'articule, bah, évidemment que ça va devenir beaucoup plus simple. Parce que vous avez... Alors là, vous voyez, je vous le simplifie au niveau graphique en mettant des braquets pour vous dire, ben là ça commence, là ça se termine, et puis on a le signe plus pour entourer une particule, qui d'ailleurs est aussi une manière de bien dire qu'on fait un lien entre ça et ça. Une particule, d'une certaine manière, elle fait toujours un lien. Mais avec le génitif, elle le fait d'autant plus. Je vous rappellerai que le génitif en tibétain, ça se dit del-ja. Del-ja, del-ja, del, c'est le lien. Ja, c'est le son. Donc, le génitif, c'est un son qui relie. Vous avez vu dans le support que je vous ai envoyé aujourd'hui,
je vous ai mis une grosse tartine à la fin, et qui est une tartine sur trois particules qui sont les particules majeures que nous sommes amenés à voir. Hein. Donc là, tranquillo, vous regarderez ça, parce que bon, il y a beaucoup, hein. Mais c'est en plus un résumé de ce que l'on retrouve dans un livre de grammaire qui fait autorité, qui s'appelle Le Clair Miroir, mais pour dire que l'enjeu pour nous maintenant, c'est de garder en arrière-plan notre capacité de lecture, qu'on n'oublie pas. On pourrait dire 1. 2, c'est de collectionner des mots-clés. Ou alors on le met dans l'autre sens, hein, en hiérarchisation de priorité. Et puis, tout ça pour nous permettre ensuite de faire de l'analyse. Et l'analyse, elle va se faire à l'aide de la compréhension des particules, qui sont les éléments, les marqueurs, on peut vraiment les considérer comme les marqueurs ou les éléments de lien dans un texte tibétain, et ce qui nous permet de savoir où commence le groupe de mots, où se termine le groupe de mots. Donc quand on a Tekpa Tchempe Do, on a le sutra du grand véhicule. Et donc ça va nous aider déjà à comprendre. Alors là où il ne faut pas tomber dans le piège, c'est le piège de vouloir, ça serait peut-être un piège d'ailleurs, ce serait de penser qu'à votre niveau, on va pouvoir directement voir ça et puis pouvoir lire comme on lirait un texte en français. Ça ne va pas marcher en tibétain. Ça va prendre beaucoup de temps. Ça va prendre du temps. Donc il nous faut vraiment considérer que la première étape pour nous, c'est d'acquérir la connaissance des éléments que sont les particules. Ça ne veut pas du tout dire qu'une fois qu'on a compris la fonction des particules, on va pouvoir tout de suite les mettre que ça devienne limpide dans nos têtes. Ça va prendre du temps. Vraiment, ça va prendre du temps. Par contre, le texte, on pourrait dire, et c'est pour ça qu'on part d'un texte vrai, et qui n'est pas inventé, qui est un texte vrai, parce que le texte nous propose un réel contexte, ou un contexte réel. C'est un contexte réel de l'emploi des particules. Et donc, ça nous demande d'abord de bien comprendre le rôle des particules, la fonction. Et ensuite, on va pouvoir, dans notre tête, à force d'études, réussir à, on pourrait dire, à faire que quand on lit un texte en tibétain, on sente à peu près comment ou ce qu'il veut exprimer. Mais ce qu'il veut exprimer, ça va prendre du temps. D'abord, on est obligé d'avoir une compréhension, on pourrait dire, un peu technique. C'est du genre, voilà, là, il y a un boulon, ok, mais on ne voit pas encore l'ensemble. Réussir à voir l'ensemble, ça veut dire que vous voyez alors je sais pas, peu que tout, Mpakpa Sule Jangpa, She Jawa, Tekpa Chempe Do, Sangye Tang Changchup Sempa Tamche La, Chatselo. L'ensemble, ça veut dire que vous lisez ça et tout de suite ça vous parle. Ça va prendre du temps. Faut pas rêver. Et c'est même pas parce que vous connaissez la particule et toutes les particules et que vous savez vraiment à quoi elles servent que tout de suite ça va venir. Pourquoi ? Parce que tout simplement cette vision d'ensemble, c'est une vision d'ensemble qui va se construire petit à petit. Et pour y arriver à cette vision d'ensemble, par contre, il faut qu'on comprenne comment les verrous, les vis, les clous, comment ça marche. Mais pour l'instant, évidemment, quand on en est au niveau du clou, on a un peu le regard qui est rivé sur le clou ou sur la vis. Donc c'est très difficile de capter l'ensemble. Parce que l'ensemble, ça veut dire, voilà, le comment est-il possible que toutes ces pièces tiennent ensemble. Et ça va prendre du temps. Donc faut vraiment pas vous décourager. Et donc ça va venir, ça. Parce que sinon, vous dites, ouais, mais j'y comprends rien. Ben non, c'est pas vrai que vous y comprenez rien. Si vous comprenez déjà, et je reprends mon petit exemple ici, si vous comprenez déjà que quand vous avez un segment comme ça, c'est-à-dire un groupe de mots, et que vous comprenez que le génitif vous permet de faire que sutra et grand véhicule, ça commence à devenir sutra du grand véhicule, ça c'est déjà bien. C'est vraiment très bien. Et ça, vous devez le comprendre, par contre.
Disons, en termes d'objectif, c'est bien de le comprendre. Maintenant, on va, voilà, donc là, cette leçon, on va essayer de reprendre ce qu'on a vu ensemble, ce que vous avez étudié de votre côté avec la leçon, et puis on va essayer de vraiment, là, je vais essayer de faire rentrer le clou, on va dire. C'est-à-dire que le génitif, ça signifie maintenant quelque chose. Alors, pour m'y prendre, on va prendre un exemple hyper simple. Attendez voir. Est-ce que je prends un exemple simple ou pas? D'abord, j'aimerais savoir si tekpa tiempo do, si vous sentez quelque chose au moment où vous lisez ou vous entendez tekpa tiempo do, ou si c'est le flou complet, c'est-à-dire si ça veut rien dire pour vous, ou est-ce que ça veut dire un peu pour vous? Ça, j'ai besoin de savoir comment vous ressentez ça. Moi, c'est un petit peu, Jean-Marc. Hein. Je suis vraiment sur le bord. Hein. T'es vraiment sur le bord. Ok, très bien. Non, non, mais c'est important. Est-ce que donnez-moi vos impressions. C'est important pour moi de savoir comment vous percevez ça. Est-ce que vous sentez qu'on est en train de dire Sutra du grand véhicule en disant Tekpa Tiempe Do? De mon côté, si on sectionne bien, ça va. Et Ok. j'imagine qu'on va additionner des petites sections. Ah, c'est Petite clair. question supplémentaire, c'est ici la particule, elle modifie le nom de la syllabe qui précède. Est-ce que c'est le son, pardon. Est-ce que c'est toujours le cas? C'est quasi toujours le cas. Mais on va pas s'attarder énormément là-dessus. Pourquoi? Parce qu'on va se rendre compte que Tekpa Chenpo, ça c'est le mot, grand véhicule. Et puis quand on a un génitif, ça va devenir Tekpa Chempe, donc le O devient E, voilà. Mais ça, de nouveau, à l'usage, ça va venir. Il n'y a pas vraiment, voilà, la règle, on peut dire que oui, quand c'est un O, ça donne œil. Mais bon, là j'exagère beaucoup le son. C'est tekpa tiempe do. C'est simplement qu'en fait, le son est un son de lien. Donc ça fait vraiment tekpa tiempe do. C'est-à-dire que quand vous avez un génitif, c'est pas seulement une particule qui s'appelle delta, c'est-à-dire le son qui relie, mais c'est au moment où vous lisez, à cause du génitif, c'est devenu deux groupes de mots ou deux mots qui se sont réunis en un seul. Donc, tekpa tiempo do. Donc, c'est pas tekpa tiempo do. C'est pas tekpa tiempo i do. C'est tekpa tiempo do. Tekpa tiempo do. C'est relié. Si vous dites par exemple, on va faire comme ça, hop, bougez pas, voilà. Alors. C'est une fusion de deux mots que deux mots reliés. Qu'est-ce que tu dis, Patrice? Excuse-moi. C'est plus une fusion de deux mots que deux mots qui sont reliés. Fusion, tu vas un peu loin quand même. Pourquoi? Parce que fusion, ça voudrait dire qu'ils perdent leur autonomie complètement. Je comprends ce que tu veux dire. C'est-à-dire au niveau du son, c'est vrai. Au niveau du son, il y a une transformation qui fait que ces deux mots mis côte à côte, grâce au génitif, ces deux mots deviennent un segment en eux-mêmes. Ça devient un groupe de mots. Ça, c'est très vrai. Ça, c'est vrai. Mais on ne perd pas de vue que c'est quand même deux mots ou deux groupes de mots. On pourrait dire, vous avez... attendez, on va faire comme ça. Bougez pas. Tac, 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 tac. Je reprends ça. Voilà. On est vraiment avec le génitif. Je vous fais un petit graphique. Hein. C'est très simple. On a vraiment X. Attendez, hop. Voilà. Je vais essayer qu'il soit plus gros. Voilà, ok. Donc, hop, voilà. Vous avez vraiment ça plus ça. Ça, c'est la structure du génitif. Ok? Le génitif, c'est le signe plus. Ok? Ça, c'est notre génitif. Donc, ça veut dire que vous avez un élément à gauche et un élément à droite. Ça, c'est très clair. Ok? Donc, maintenant, si par exemple, vous avez ici, on va dire moi, hein, et puis ici on va dire, attendez, par contre, il faut, voilà, hop, hop, et on va dire merci beaucoup, on va dire moi, et on va dire ici tasse. Ok? Moi et tasse. Ok?
Donc vous avez moi et tasse. Très bien. Donc maintenant, moi et tasse, c'est deux mots complètement séparés, évidemment. Hein, c'est Martine qui est en train de boire dans une tasse, c'est-à-dire qu'on ne confond pas Martine avec une tasse. C'est deux choses différentes. Maintenant, Martine tient la tasse, c'est-à-dire qu'elle a un lien avec la tasse. Alors, c'est au sens propre, elle a un réel lien avec la tasse, c'est-à-dire qu'elle la tient. Elle a peut-être un lien supplémentaire, c'est peut-être sa tasse à elle, et pas la tasse de Dominique, ou de Philippe, ou de Géraldine, ou de Françoise. Hein, ni de Béatrice, ni de Cathy, ni de Patrice. Donc c'est vraiment la sienne de tasse. Donc ça veut dire qu'elle a un lien. Et bien ça, c'est le génitif. Le génitif, lui, il nous dit qu'il y a un lien. Il y a un vrai lien. OK? Et donc, on passe d'un état où on dit moi et une tasse, sans lien particulier, à une situation où on est en train de dire la tasse de moi. Et la tasse de moi, c'est la mienne de tasse. On est d'accord? La tasse de moi. Donc ici, on a moi, et là, on a tasse. OK? Donc si je veux dire ma tasse, on va dire nge. Attendez, hop, voilà. Si je veux dire ma tasse, on va dire nge kayul. Hein? Ou, admettons, on ne le dit pas en tibétain, on dit gna gna gna, gna gna gna. C'est-à-dire gna 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 gna. Là, vous avez relié les deux. Vous allez dire ma tasse. Ma, quand vous dites ma, c'est moi qui est devenu ma. Hein? Le moi est devenu ma. Et en fait, on a transformé le moi pour qu'il devienne un possesseur, on pourrait dire, ou un propriétaire de tasse. Donc ma tasse. En tibétain, c'est pareil. On va dire nga i kayul. OK? Donc, on va. Alors, je vais vous montrer. Bougez pas. Je vais juste hop, hop, hop. Voilà. Donc. Non, c'est pas ce que je voulais faire. C'est pas grave. Donc, OK. Alors, je vais devoir. Non, c'est pas ça non plus. Je vais y arriver. Bougez pas. Donc, je voulais l'écrire en tibétain. Bon, tant pis. Je vais donc supprimer tout ça. Voilà. Hop. Et maintenant, je vous le réécris en tibétain. OK? Donc, alors, nga. Nga, ça veut dire je. OK? Après, vous mettez un génitif. Voilà. Hein, nge. Alors évidemment, après, à l'usage, il faudra enlever le point. Mais en fait, temporairement, on va le laisser. Juste pour que vous compreniez bien. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'en fait, ici j'ai un élément, ici j'ai mon signe plus, ok? Et puis là maintenant, je vais dire, on va parler de poire parce que c'est plus facile à écrire, parce que c'est juste la gigouli. Donc c'est plus rapide. Hein, et ça me prend moins de place sur l'écran. Ok? Donc ici, on a donc un élément à gauche et un élément à droite. Et puis on a un signe plus ici. Donc ça veut dire je et ça veut dire poire. Donc en fait, à partir du moment où on met un génitif au milieu, ça veut dire ma poire. Ok? Et en tibétain, on va simplement enlever le point ici, parce qu'il ne nous sert à rien du tout, en l'occurrence. Mais admettons qu'on le laisse, pour juste vous compreniez bien, et on dit ngai li. Ok? Et ngai li, ça veut dire ma poire. Tout simplement. Et le rapport que vous avez entre ici et ici, le rapport, c'est un rapport de, déterminant, déterminé. Pourquoi déterminant, déterminé? Parce que c'est toujours comme ça. Vous avez toujours à gauche ce qui est déterminant et à droite ce qui est déterminé. Pourquoi? Parce que quand on dit une poire, cette poire, si elle n'est pas reliée à moi, c'est juste une poire. Mais si elle est reliée à moi, ça devient ma poire. Donc c'est une poire qui est déterminée par
le possesseur. Ok? Donc, c'est pas n'importe quelle poire. C'est comme quand on dit la tasse de Martine. C'est pas n'importe quelle tasse. Sinon, on dirait la tasse. Et pour la grammaire tibétaine, juste la tasse, c'est ce qu'on appelle à l'absolutif. C'est-à-dire que c'est juste le mot tel quel. Voilà. Rien de plus à dire. Simplement ici, il y a eu une transformation parce qu'on a un génitif. Donc on a toujours un lien, et ça c'est important de le capter, on a toujours un lien entre ici déterminant et ici déterminé. Et ça c'est grâce au génitif qu'on a au milieu. Tout le temps. Et c'est tout le temps comme ça. C'est-à-dire que c'est tout le temps à gauche le déterminant, à droite le déterminé. Tout le temps. Même si à gauche ça peut être le qualifiant, dans ce cas-là c'est le qualifié. Ici c'est le possédant, ici c'est le possédé. Mais c'est toujours dans ce sens-là. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça, c'est grâce au génitif. Donc, si, à la place du X, hein, vous mettez Mahayana, ok, et puis là, vous mettez Sutra, ben c'est le même rapport. C'est-à-dire, c'est le Sutra du Mahayana. Donc, c'est un Sutra mahayaniste. C'est un Sutra du grand véhicule. Vous dites ça comme vous voulez en français, Sutra Mahayaniste, Sutra du grand véhicule, en tibétain, vous compliquez pas autant la vie, vous dites simplement gna gna gna, gna gna gna, c'est-à-dire Tekpa Chempe Do, tout simplement. De la même manière que vous diriez Ngeli. Voilà, et là vous avez compris le génitif. Est-ce que vous avez compris le génitif? Je vois Martine qui a levé la main. Oui, le génitif, ça va, mais je voulais te demander, Jean-Marc, si dans le vocabulaire, na et i, c'était pas, ça peut jamais être un mot, on peut pas se tromper. Alors, ben, écoute, ça va te paraître très gonflé de ma part, mais je dirais que non, tu peux jamais te tromper. Pourquoi? Parce que quand tu as fait de l'analyse de texte, alors évidemment, il peut te manquer des éléments. Ça, on est bien d'accord. Mais si tu as les éléments, évidemment, en plus, tu as le texte devant toi, donc tu peux pas te dire que tout à coup, ça devient un mot. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que si j'enlève ça, je sais que ce que je vois ici, ngai, ça peut en aucun cas être un mot. Parce que je peux pas avoir, quoi, je veux dire, non, je vois pas comment ça pourrait être un mot. C'est pas possible. C'est juste pas possible. Pourquoi? Parce que je sais même pas te l'expliquer autrement. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de mot. Il n'y a aucun mot dans le dictionnaire où tu verras na agigui. Ça n'existe pas. Ça voudrait dire que dans ce cas-là, le agigui est la lettre de base et ça, c'est un préfixe. Et ça, c'est pas possible. C'est vraiment les cas où vous vous dites maintenant que vous pourriez vous tromper, vous verrez que dans l'usage, vous ne pouvez pas vous tromper. Il y a aucun doute. Et en plus, la forme de ce génitif en agigui, vous allez la retrouver souvent. Et vous allez la retrouver chaque fois qu'une syllabe, comme ici, n'a pas L de suffixe. Parce que le nga, tout seul, hein, si je fais, là, je vous entoure le nga tout seul, si je mettais un point là, le nga tout seul, qui veut dire je, évidemment, le je n'a pas de suffixe. Là, il n'y a pas de suffixe. Il n'y a aucun suffixe là derrière. Il n'y en a pas de suffixe. Et quand une syllabe n'a pas de suffixe, eh ben, dans ce cas, vous enlevez le point. Et vous reliez, dans ce cas, vous reliez le mot au génitif. Donc, ngeli. Ok? Mais ça, vous allez vous y faire, quoi. Vous allez vraiment vous y faire. Mais c'est pour ça que je parlais de hiérarchisation. Parce que là, je vous sens à distance et vous avez beau être peut-être à des centaines de kilomètres, mais c'est comme si vous étiez à côté de moi. Je sens qu'il y a comme des espèces de nuages qui s'amoncellent en se disant
ouh là là, mais comment, c'est quoi ce truc? Donc, non, non, mais rassurez-vous, quoi. Il n'y a aucune difficulté, mais vraiment zéro. La seule chose que vous devez retenir à ce stade, c'est que le génitif fait un lien entre un X à gauche et un X à droite. Point. C'est la seule chose. Il ne faut pas rentrer dans plus de difficultés qu'il n'y en a. Donc, du genre, oui, mais quoi? Non. Vous entrez dans aucune difficulté, parce que ça, c'est juste des représentations mentales. C'est comme une espèce de crainte on va vouloir projeter. Mais en fait, il n'y a pas de crainte à projeter, il n'y en a aucune. C'est juste, c'est tout bête. On pourrait dire que si je vais reprendre ça, et puis je vous le mets sous une autre forme, ça va peut-être vous rassurer. Vous avez un carré, et vous avez un deuxième carré. C'est la seule chose qui vous importe, et vous avez un lien entre les deux. C'est tout. Et donc, à partir du moment où vous avez fait un lien entre les deux, eh ben, vous avez un autre carré. Et c'est tout ce qui se passe. Rien d'autre. C'est très très simple. Donc, dans votre carré à gauche et dans votre carré à droite, vous mettez ce que vous voulez. Si vous voulez dire, j'en sais rien, le crayon de Patrice, ben, très bien, eh ben, parfait, le crayon de Patrice. Donc, Patrice, on le met où? Le crayon, on le met où? Dites-moi. Patrice, on le met en premier. Alors, Patrice, on le met là. OK. Moi, je l'aurais mis en dernier. Toi, tu l'aurais mis en dernier. Très bien. Non, non, mais c'est parfait. Et puis, Le crayon, moi, je le mets dans le deuxième. et le crayon dans le deuxième. Le Ouais. crayon de Patrice. Et oui, parce que c'est le crayon de Patrice. D'accord? Et c'est ça. Et c'est exactement. Mais c'est parfait. Là, Patrice, quand tu dis ah ouais, d'accord. Ce ah ouais, d'accord interne hein, qui est en train de se produire en toi, eh ben, c'est ce ah ouais, d'accord qu'il va falloir actualiser. C'est ça qu'il faut petit à petit, on pourrait dire, développer comme réflexe. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ça devient logique que Patrice soit là et que le crayon soit là. Mais je suis d'accord, au début, ça l'est pas. Parce que nous, on va partir dans autre chose. Ouais, le crayon de Patrice. Du point de vue tibétain, c'est aussi bête que ça. C'est-à-dire que vous avez deux mots, et la seule chose qu'il vous faut vous poser comme question, c'est quelle est la relation entre ces deux mots. Si vous avez Patrice ici, et vous avez crayon, c'est le crayon de Patrice. Patrice Guy Nyugu. D'accord? Il y a Martine qui s'inquiète, elle a du bruit derrière, c'est pas facile. Je vois que ma vignette, je suis perdue là. Tu vois. Je t'ai perdu, Jean-Marc. Tu vois que ta vignette. Mais, Sur mon écran. mais quelle chose étrange, mais quelle chose étrange. Est-ce que tu vois les autres petites vignettes? Oui, oui, mais j'en profite, Jean-Marc, pour te Oui. demander, alors, le crayon de Patrice, Ouais. le déterminant, c'est qui? C'est Patrice ou le crayon? Alors c'est pour ça qu'on travaille ça ensemble. Ben justement, là, je vais te demander d'y répondre toi-même à cette question. D'après toi, quand on dit le crayon de Patrice, Mais pour moi, le déterminant, c'est Patrice. ouais. Et qu'est-ce qui est déterminé? Ben, le crayon. Très bien. Je pense que c'est logique comme ça, mais voilà. Exact, exact. Parce que, pourquoi? Parce que le crayon, il est déterminé par Patrice. Si on veut dire que c'est le crayon de Patrice, on est d'accord. C'est ça qu'on est en train d'exprimer. Donc, le déterminant, il est toujours à gauche et le déterminé toujours à droite. Donc, Patrice qui Nyugu. Et après, vous connaissez le mot ou vous ne connaissez pas le mot, ça c'est complètement égal. C'est pour ça que vous comprenez que, après le vocabulaire, si vous connaissez 2000 mots, vous en connaissez 2000. Si vous connaissez 3 mots, vous en connaissez 3. Mais si vous ne savez pas faire les liens entre les mots, c'est-à-dire si vous ne connaissez pas les particules, ben ça vous fait une belle jambe d'avoir 2000 mots. Vous ne pouvez rien en faire de vos 2000 mots. C'est pour ça qu'il faut apprendre à faire le lien. Et ça, c'est super important. Est-ce que tu as vu réapparaître les autres vignettes, dont la mienne? Non? Alors, est-ce que tu vois les petites vignettes, Martine? Hein? Alors, là, on ne t'entend pas parce que tu as fermé le micro, mais c'est pas grave. Pour que tu te repères, donc c'est comme Philippe a dit avant, tu regardes ma petite vignette, et juste à droite en haut à droite de ma vignette, il y a 3 petits points. Tu cliques sur les 3 petits points et tu dis épingler.
Ça marche? Impeccable, c'est super. Alors, on va... Voilà, moi je veux m'assurer que vous ayez bien compris cette histoire. Est-ce que vous avez bien... j'ai vu que Cathy a levé la main. Vas-y Cathy, excuse-moi. Oui, donc on doit en déduire qu'en tibétain, mon, ma, mes, le mien, le sien, le tien, il n'y a pas, il relie avec un génitif. Yes, bravo. Tout à fait. On n'aura pas de mot autonomisé, comme on l'a en français. Parce que là, tu viens de mettre un point sur un élément absolument essentiel de la langue tibétaine. C'est pour ça que je voulais dessiner comme ça. C'est parce que en tibétain, on revient au tout début de ce que je vous disais, et là, il va y avoir un grand ah ouais, d'accord. Il va y avoir un grand ah ouais, d'accord dans votre tête. Je vais vous dire, le tibétain est une langue monosyllabique. Ça veut dire que chaque syllabe est autonome. Et elle reste autonome au début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que les particules vous permettent d'établir un lien entre des éléments autonomes. Donc quand vous dites ma ou quand vous dites mien, c'est devenu un mot. Mais en tibétain, ça n'existe pas. En tibétain, on a je, on a tas ou n'importe quoi, on a juste x et x, on s'en fout de ce que c'est, n'importe quoi, n'importe quelle valeur, et on a un lien. C'est tout. Donc on a nga, qui est je, et qui reste toujours je. Puis après on a un génitif, nga-i. Voilà, on a mis un génitif, on a mis un lien. Et puis après, il faut juste mettre... S'il y a un lien, c'est super, c'est comme un crochet, mais maintenant il faut accrocher quelque chose. Et on accroche quelque chose en mettant quelque chose à droite. C'est tout ce qu'on fait. Donc il n'y a pas de mien, tien, sien, non. Oui Philippe? Du coup, on peut dire que les particules, en fait, c'est des actions, en fait. Alors, Qui ouais. provoquent quelque chose. Ok, c'est pas faux, c'est pas mal. Ce serait mieux de dire marqueur. Alors je vais vous dire pourquoi c'est mieux de dire marqueur. Je vous refais un autre petit dessin. Ça va, vous tenez le coup là? Bon, très bien. Rassurez-vous, toute la matière que je mets dans les supports, c'est simplement pour que vous ayez des aperçus. Ça ne veut pas dire que vous devez apprendre la totalité du contenu de chaque support. Même s'il n'y en a pas énormément, il y en a en fait beaucoup, beaucoup. Il y en a objectivement peu, mais en fait ça fait beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de choses à intégrer. Donc tranquille. Maintenant, je vais répondre à la question de Philippe. Et ça, c'est super important. C'est la question de c'est quoi les particules en fait. Même si je vous l'ai déjà dit, c'est là où on se rend compte qu'en fait, on sait les choses, mais avant de les intégrer, ça va prendre du temps. Donc, moi, je vais parler des particules comme étant des marqueurs. C'est pas moi qui invente, vous le verrez, mais ce sont des marqueurs. Qu'est-ce que je veux dire par marqueur? Ok, donc, je vais vous prendre un élément. On va prendre un élément, voilà, on reprend notre élément carré. Voilà, ok, on a un élément. Très bien, on a un élément. Ah ben attendez, ça ne va pas le faire. Donc, voilà, un élément. Ok, j'ai un élément. Donc, cet élément, on est d'accord que c'est monosyllabique. Donc, on a un élément, on va dire, autonome. Ok? Donc, un élément autonome dans une phrase, et même dans un texte, quoi, à plus forte raison dans un texte, ça nous ferait une belle jambe, mais un élément autonome dans un texte, c'est comme si vous disiez arbre, et puis vous dites rien d'autre. Donc arbre, bon, ça vous fait une belle jambe, mais vous avez arbre, oui, très bien. Mais arbre tout seul, si vous ne le mettez pas en relation avec quelque chose, vous ne pouvez pas dire devant l'arbre, vous ne pouvez pas dire l'arbre de Nicole, vous ne pouvez pas dire l'arbre est grand, c'est impossible. Donc ça veut dire qu'un texte, c'est une mise en relation. Hein, ça, c'est la base de la syntaxe. C'est-à-dire, un texte, c'est de la mise en relation. La mise en relation, en tibétain, se fait à l'aide des marqueurs. Et les marqueurs, c'est les particules. Donc, la mise en relation, retenez bien ça, mise en relation. Donc, on peut avoir une mise en relation, on est d'accord, d'un élément. Alors, attendez, on va faire comme ça, hop, hop. On peut avoir une mise en relation d'un élément vers un autre élément. On est d'accord. Ça, c'est un type de relation. Ok.
De la même manière, on peut avoir un autre mode de relation qui va dans ce sens. On est d'accord? Ok? Et puis on peut évidemment, et vous l'aurez compris, avoir un mode de relation, comme celui qu'on vient de voir, qui va, on pourrait dire, dans les deux sens, d'une certaine manière. Ok? Donc en gros, mais c'est en gros, on a trois types de relations. Vous êtes d'accord? Ces trois types de relations, ça, c'est les marqueurs, c'est les particules. Alors je suis d'accord avec Philippe temporairement pour dire que oui, c'est des actions, c'est vrai. Mais après, on verra que marqueur, c'est un peu plus intéressant. C'est un peu plus intéressant, pourquoi? Parce que, je continue mon petit graphique, parce que le marqueur, alors, le marqueur, je vais essayer de vraiment vous l'illustrer le mieux possible. Ok, on a un élément, on va dire, l'élément il est toujours à l'absolutif, c'est-à-dire neutre. C'est juste un élément, c'est du genre arbre. On va prendre notre exemple d'arbre, ou de tasse, ou n'importe quoi, d'accord? Arbre, on a un élément. Donc maintenant, on veut que notre élément, l'élément, on va utiliser le type de relation, on va utiliser le type de relation comme ça, donc ça veut dire vers l'arbre, d'accord? Admettons que ça, vous voyez la flèche, ça veut dire vers l'arbre, ok? Donc quand on a dit vers l'arbre, si on a dit vers l'arbre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça, c'est devenu quoi? Bravo. C'est qui m'a dit ça? Philippe? Bravo. Là, tu as gagné une plaque de chocolat. Donc, c'est très bien. Bon, tu vois, c'est facile parce que là, distanciel, je ne vais pas pouvoir te la passer comme ça, la plaque. Il va falloir qu'on se croise un de ces jours. Ça sera certainement possible une fois. Alors, mais là, on touche un point hyper essentiel. C'est-à-dire qu'une fois que l'élément neutre, on lui a mis un marqueur pour dire vers l'arbre, ça veut dire que l'arbre, c'est plus tout à fait un arbre. L'arbre, c'est devenu un lieu. Vous voyez l'idée? C'est pour ça que c'est un marqueur. Pourquoi c'est un marqueur? Parce que ça a changé la fonction de l'arbre. Donc la marque, ici, change l'état de l'objet. Ça vous va? Ok? Mine de rien, et je dis mine de rien parce qu'on ne mesure pas suffisamment ce qu'on est en train de faire, mais mine de rien, on fait quelque chose d'hyper important. C'est-à-dire qu'on fait aussi du dharma. Parce que la langue tibétaine est construite sur le mode d'observation de la conscience. Pourquoi? Parce que dans votre conscience, à partir du moment où votre conscience, elle va considérer que vous vous dirigez vers l'arbre, l'arbre est devenu un lieu pour vous. C'est-à-dire que le mot arbre ou l'objet arbre n'existe en définitive pas à l'absolutif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas réellement un arbre en soi. L'arbre est toujours relatif à quelque chose d'autre. C'est pour ça qu'on va parler de coproduction conditionnée. Ok? Donc l'arbre n'existe pas en tant qu'objet d'une manière définitive et absolue. Il est toujours en relation. Et la langue tibétaine, pour ça, elle est extrêmement intéressante parce qu'elle nous montre que dans la façon dont j'exprime les choses, j'exprime toujours une compréhension de la relation. Tout le temps. Je vous parle chinois ou pas? Ou vous captez ce que je suis en train de vous dire? Bon, ok, c'est super important. C'est super important parce que là maintenant, on va changer le type de relation. Et on va dire que la relation maintenant, elle est comme ça. Ok? Donc la question, elle se pose. À partir du moment, même question, à partir du moment où donc l'objet, l'arbre, est marqué par une particule qui manifestement indique qu'il y a quelque chose qui va vers quelque chose d'autre, parce qu'il y a un quelque chose d'autre ici, on ne sait pas quoi, et bien dans ce cas, ça, c'est devenu quoi? Une direction.
Eh non. Mais Une ça peut, destination. c'est pas faux, c'est pas faux. Mais disons, oh, c'est pas faux, c'est pas mal. Mais disons, c'est tiède, c'est pas encore chaud. Ah, Une tu vois, j'aurais dit destination. ça aussi. Ok, très Quelque bien. chose qui qualifie ce qui va être après. Alors, quelque chose qui qualifie ce qui va être après, ouais, c'est pas faux non plus, c'est un peu alambiqué. Mais ça veut pas dire que c'est faux. Mais en fait, ce que j'essaye de vous faire dire, je sais pas si je vais y arriver, mais c'est beaucoup plus simple. Une destination. Un déterminant. Ouais, déterminant, une destination, oui. Déterminant, c'est assez intéressant. Mais qu'est-ce que cette image vous montre? Là-bas. Une Là-bas, possession. ouais, là-bas, mais là-bas, ça veut dire, ouais, là-bas, très bien, mais là-bas, mais on ne parle pas de là-bas, on ne parle pas de ce que cela désigne, on parle de ça. Ça, c'est quoi? Une Ça s'éloigne. C'est une possession. Non, c'est pas une possession, c'est intéressant. Alors, je vais vous donner la langue au chat, hein, quoi. Vous donnez votre langue au chat, donc je l'attrape, et puis je vous dis, en fait, ça désigne que l'objet a un effet en direction d'un élément. Ok? Tout simplement, il y a un effet qui va de là à là. On est d'accord? Il y a un mouvement. Ok? Il y a un effet. Et qu'est-ce qu'un effet? Qu'est-ce qui produit un effet? Quand Martine mange une tartine, qu'est-ce qui se passe quand Martine mange une tartine? Il y a un mouvement. Ouais, il y a un mouvement évidemment, mais il y a quelque chose de plus essentiel que le mouvement. Une intention. Une intention. Non, non, une intention, c'est, Un ressenti. non, c'est trop profond. Il y a une action, tout simplement. L'action. Il y a En une action. effet, la tartine disparaît. Après, la tartine disparaît. C'est absolument vrai. La tartine disparaît. Mais pour que la tartine disparaisse, ça, c'est un processus de transformation, la disparition de la tartine. Et pour qu'une disparition de tartine ait lieu, là, on est en train de faire de la grande métaphysique, mais pour que la tartine disparaisse, il faut que Martine agisse. D'accord? Il ne peut pas y avoir disparition sans agent. Donc ça, c'est devenu un agent. C'est-à-dire que votre arbre, avant qui est devenu un lieu, tout à coup, votre arbre est devenu un agent. Je vous donne un exemple, parce que pour l'instant, je vois Martine qui fronce les sourcils. Elle se dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Alors, je vais t'expliquer ce que je raconte. Si je dis, je vais vers l'arbre, pour moi, l'arbre, c'est un lieu. Ok? Donc, l'arbre n'existe pas en lui-même. Il est par rapport à moi un lieu. Là, je suis en train de faire du dharma en faisant de la langue tibétaine. Ok? Ça veut dire que l'arbre n'existe pas en vertu de lui-même. Il est toujours mis en relation. On est d'accord? Donc, si je dis je vais vers l'arbre, ça veut dire que l'arbre est devenu un lieu. Ok? Maintenant, si je dis l'arbre a écrasé Robert, eh bien, dans ce cas-là, l'arbre n'est plus un lieu. L'arbre est l'instrument qui m'a permis de me débarrasser de mon voisin. Non, mais ça, c'est pour le gag. Évidemment, excusez-moi, c'est pas très bouddhiste. C'était juste pour essayer de vous faire rire, pour dérider votre affliction majeure face aux particules, parce que je sens quand même qu'il faut qu'il y ait une pointe peut-être de légèreté. Bref, ça veut dire que... C'est ça qui donne le nom de la particule instrumentale. Yes, Philippe! Yes! Bravo! Bravo! Alors là, double plaque de chocolat. Là, il va falloir que... non, là, tu as gagné. Là, tu as gagné. Parce que la particule... Mais tu as complètement raison. Parce que la particule instrumentale, là, fait que l'arbre devient l'instrument de l'écrasement de Robert. Parce que Robert, c'est comme la tartine, il ne peut pas être écrasé s'il n'y a rien qui l'écrase. On est d'accord. On ne peut pas arriver à un état d'écrasement ou à un état de disparition s'il n'y a pas eu une action qui produit un effet. On est dans la base du karma, là. Ok? Donc, l'arbre, il est à la fois un outil, quand tout à coup il y a une particule qui nous dit qu'il est un outil, mais parfois, l'arbre, c'est un lieu, quand la particule nous dit que c'est un lieu.
Ok? Donc, Jean-Marc, ouais, on pourrait presque dire que les particules, c'est comme l'esprit en fait. C'est selon ce qu'il va penser et qui va définir ce qu'on perçoit. bravo. Et c'est pour ça que vous avez capté au cours de cette leçon pourquoi on parle de monosyllabique. Parce que pour l'instant, vous croyez que c'était simplement parce qu'on avait un point à côté d'une syllabe. C'est beaucoup plus que ça. Et maintenant, vous allez comprendre pourquoi on dit que le tibétain est une langue égophorique. Parce que, comme vient de nous le dire Philippe, c'est toujours le locuteur qui donne le sens. Donc, si on dit aller vers l'arbre, le fait de dire aller vers l'arbre, j'ai transformé l'arbre en lieu. Et donc, c'est pour ça que c'est égophorique. C'est moi qui ai transformé l'arbre en lieu. Si je dis l'arbre a écrasé une voiture, on ne va pas parler de Robert, les pauvres Robert, ils vont se dire que je leur en veux. Donc, l'arbre a écrasé une voiture, c'est plus impersonnel. Donc, c'est simplement que l'arbre est l'instrument de quelque chose qui a écrasé la voiture. C'est l'instrument d'une action. Donc ça veut dire égophorique. C'est comme Philippe le dit, c'est-à-dire que les particules me permettent d'exprimer ce que moi je perçois de la réalité. C'est ça égophorique. Vous comprenez? Donc ça veut dire qu'il n'y a pas, et là on fait du dharma, il n'y a pas de réalité hors de celui qui l'aperçoit. Ça n'existe pas. C'est impossible. Il ne peut pas y avoir un arbre d'une manière absolue. C'est pas possible. Un arbre est toujours quelque chose pour la conscience qui le perçoit. C'est pour ça que la langue tibétaine est égophorique. Et je trouve c'est complètement génial, parce que c'est une langue qui nous permet de comprendre les relations qu'il y a entre moi et les phénomènes. D'une manière claire. Et Oui, si on Patrice. appliquait ça à l'arbre qui pousse, Ouais, pareil. l'arbre il se transforme lui-même, quelque part. De toute façon, tout ce que tu dis est valable. C'est-à-dire que si je veux dire que l'arbre se transforme, il faudra qu'au niveau de mon expression vocale, j'exprime la transformation de l'arbre. Et il faudra que je le rende par un élément. Ici, c'est pas ce que je voulais faire, mais si, pourquoi pas. Il faudra que je l'exprime par un élément. Ah, attendez voir, je vais y arriver. Par un élément ici, quel que soit cet élément, qui exprime la transformation de l'arbre. Mais je ne pourrais pas faire autrement. J'aurais toujours arbre, et j'aurais toujours une mise en relation entre l'arbre et quelque chose. Si je veux par exemple dire que la table est faite du bois de l'arbre. D'accord? Dans ce cas, l'arbre c'est quoi? L'arbre c'est une provenance. Quand vous dites du thé de Chine, vous dites quoi? Vous dites du thé qui a été produit en Chine, qui a été fait en Chine, qui vient de Chine, dont l'origine est chinoise. Vous dites plein de choses. Mais vous ne dites pas juste le thé. Quand vous dites du thé de Chine, la différence entre le français, c'est qu'au moment où vous le dites, vous supposez, vous suggérez une provenance. En tibétain, vous ne suggérez pas la provenance. En tibétain, vous exprimez la provenance. Donc en tibétain, vous exprimerez toujours ça. Le marqueur, la particule, est toujours visible. Alors qu'en français, elle est invisible. Quand vous dites ma tasse, pour un japonais, ma, c'est un autre mot. Mais pour vous, quand vous dites ma, ça induit la possession. Ça induit le génitif. En tibétain, vous n'induisez pas. En tibétain, vous dites nga et vous rajoutez la marque ici pour dire que le ma est devenu, il est devenu le possesseur. Et ça enlève la notion d'ego quelque part. D'une certaine manière. En tout cas, si on est conscient dans la construction de la langue, on est conscient que, en définitive, l'élément, lui, il ne peut pas exister seul. Il est toujours en relation à une manière de le percevoir. Soit je le perçois comme un lieu, et dans ce cas-là, par exemple, je le perçois comme un lieu. Et dans ce cas-là, excusez-moi, je vais y arriver, je le perçois comme un lieu, et dans ce cas-là, je mets la particule là. Ok? Je le perçois comme un agent, et dans ce cas-là, je mets la particule
qui, c'est mal écrit, mais c'est juste pour que vous voyez à peu près, ok? Je le perçois comme un possédant, n'importe quoi, quelqu'un qui est propriétaire de quelque chose, eh ben, je vais mettre la particule, alors attendez, hop, c'est pas ce que je voulais faire, voilà, et je vais mettre la particule du génitif, qui, tout simplement. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que je mets, donc, hop, attendez, hop, voilà, je mets, voilà, je mets des marqueurs ici qui accompagnent l'objet. D'accord? Et ça, c'est, on vient de voir ensemble, on pourrait dire l'élément fondamental du rôle des particules. D'accord? Qui toutes, en définitive, sont toujours ramenées à ça. C'est-à-dire qu'on a un mot ou un groupe de mots, parce que dans le carré, on peut avoir un mot ou un groupe de mots, qui est toujours mis en relation avec d'autres choses. Tout le temps. OK? Et c'est ça que petit à petit, parce que vous voyez, ça nous demande, on peut dire que le tibétain est très, comment dire, c'est un peu comme s'il était hyper terre à terre. La langue tibétaine est hyper terre à terre. La langue française n'est pas hyper terre à terre. Quand vous dites, pourquoi? Parce que la langue française induit une foule de choses. Une foule de choses qui sont des impensés, qui sont des rapports inconscients. Je vais vous montrer, je vais faire une petite démonstration. Imaginez, on a vu avant Martine qui tenait une tasse dans sa main, voilà, et puis on va dire, Martine a une tasse. Ok? Donc quand on dit Martine a une tasse, est-ce que l'on a précisé si c'était la tasse de Martine ou pas, selon vous? Non. Mais pourquoi n'a-t-on pas précisé? Qu'est-ce qu'on a dit alors? Elle a une tasse, mais elle n'a pas sa tasse. D'accord, très bien. Alors maintenant en français, dites-moi, très bien, on ne sait pas que c'est la sienne, mais maintenant dites-moi en français que Martine a une tasse pour dire que c'est la sienne. Martine a sa tasse. Voilà, alors dans ce cas-là, tu as dû préciser. Mais si moi je dis Martine a une tasse et que la personne à qui je parle, elle me pose comme question, est-ce que Martine a une tasse? Et que je lui dis oui, Martine a une tasse, je suppose que, peut-être, je n'en sais rien vraiment, je suis en train de dire que oui, elle a une tasse, je ne sais pas vraiment si je suis en train de dire que c'est vraiment la sienne ou c'est pas vraiment la sienne, mais je suis en train de dire qu'elle en a une. Mais quand je dis que Martine a une tasse, je suis peut-être en train de dire, si je te pose la question, Cathy, est-ce que tu as une voiture? Tu me dis quoi? Oui, j'ai une voiture. Voilà. Eh bien, quand tu me dis j'ai une voiture, en fait, j'en sais rien du tout si c'est la tienne ou pas. Mais toi, au moment où tu me dis j'ai une voiture, tu supposes que c'est la tienne. Et tu me fais supposer que c'est la tienne. Ah oui. D'accord? Donc, c'est pour ça que le français n'est pas une langue aussi cartésienne qu'on le croit, parce qu'en fait, c'est une langue qui est bourrée de notions induites. Quand vous dites que le frigo marche, eh ben, vous pouvez vous lever très tôt pour faire comprendre à quelqu'un comme un Tibétain qu'un frigo marche. Parce que pour lui, un frigo, ça marche pas, parce qu'il n'a pas de pattes et vous ne ferez jamais marcher un frigo. Ça, c'est pas possible. Mais le français permet ça. Pourquoi? Parce que le français, vous pouvez faire des tas d'allusions tout le temps. Et en fait, le problème de ces allusions, c'est qu'on est très peu précis. Alors que le tibétain est beaucoup plus précis parce que c'est terre à terre. Vous ne pouvez pas faire la confusion dans la construction entre Cathy qui me dit j'ai une voiture et Cathy qui me dit j'ai une voiture. En français, vous dites la même phrase. Mais en tibétain, vous ne dites pas la même phrase. Vous dites une fois que Cathy a une voiture et une fois vous dites que Cathy, c'est sa voiture. Et en tibétain, qu'est-ce qui permet de l'exprimer? La particule. C'est les particules qui vont me permettre de dire si la voiture, ici, c'est la sienne, ou si c'est juste une voiture. Donc si on dit,
par exemple, Françoise va vers la voiture, on dira mocha la. Ok? T'es d'accord, Françoise? Ok, impeccable. Donc, mocha, ou n'importe X, la. La, ça veut dire vers la voiture. Si on veut dire que la voiture, elle appartient à quelqu'un, mocha qui. Donc, forcément, c'est la voiture de quelqu'un. Si on veut dire que c'est la voiture qui devient le véhicule, mocha qui. Et c'est l'instrument. L'instrument dans le déplacement. Ok? Donc c'est ce que vous allez faire avec les particules. Vous allez transformer les mots qui précèdent. Vous allez faire que les mots qui précèdent soit deviennent des lieux, soit deviennent des agents, soit deviennent des possédants, ou etc., ou des qualifiants, ou n'importe. Oui, Patrice. Donc, on a des particules qui se prononcent et d'autres qui ne se prononcent pas, mais qui vont modifier le son. Attention, toutes les particules se prononcent. Toutes. Ah, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Oui, tu as raison. C'est moi qui suis un peu... C'est pour ça que je me méfie de moi-même quand je dis tout à 100%, parce que tu vois, je me plante. Et tu as raison, je me plante. C'est-à-dire que non. Si j'ai, par exemple... quoi, disons, je me plante et je me plante pas. Je vais essayer de m'exprimer le mieux possible. Attendez voir. Si, par exemple, on a... Oui, mais ça se prononce quand même, parce que je dis nge kariol. C'est pour ça qu'on l'entend. Oui, voilà, il n'a pas sa prononciation à lui, mais il transforme le son de la syllabe précédente. Il transforme le son, mais c'est pour ça qu'à l'épellation, on dira toujours, par exemple, si on a nga agigui, hein, d'accord, on a ça écrit dans un texte, à l'épellation, on dit nga agigui. On ne dit pas... on le considère à l'appellation comme deux vocables différents. Nga agigui. C'est pour ça qu'on fait la distinction nga agigui. Si par exemple, et on le dit comme ça, on dit pas autre chose. Si on avait nga ra, on dirait ngara, ngara. Ok? Dans le cas du génitif, on dit nga agigui. Mais bon, en fait, les particules se prononcent toujours. La seule chose où là j'hésitais dans le côté 100% de ce que je viens d'exprimer, c'est que quand vous avez ici un kagegu ki, sa ki, qui est un négatif, ok, le sa vous ne le prononcez pas. Vous dites kagegu ki, sa ki. Donc c'est le même son qu'un génitif. Mais bon, là, là, ça va rajouter une couche. Vous allez vous dire, c'est compliqué. Je veux surtout pas que vous vous disiez que c'est compliqué, parce que c'est déjà assez compliqué. Il n'y a pas besoin de se dire que c'est compliqué. Quand une chose est compliquée, il faut surtout pas qu'on se dise que c'est compliqué, parce qu'alors là, ça devient compliqué. Donc, ce qu'on vient de voir, normalement, si maintenant je reviens à ma leçon, alors, attendez, il faut déjà que je la reprenne. Donc, pouce de riz, leçon 9, nous étions là. Et voilà, et on a tekpa tiempe do, ok. Donc, ça veut dire qu'à ce stade, vous avez votre génitif, et ça veut dire que vous avez ici sutra, et là vous avez mahayana, et donc ça veut dire que le mahayana, il est devenu d'une certaine manière le déterminant du sutra qui est déterminé par lui. Ok. Et puis petit à petit, ce qu'on vient de voir ensemble pour les particules, c'est tout ce que je vous explique dans les supports. Je vous l'ai expliqué d'une manière plus théorique dans le support, mais avec vous, là, je vous l'ai expliqué d'une manière plus organique, que vous compreniez mieux. Okay. Mais c'est de ça dont il va être question. Il ne faut pas du tout imaginer que la difficulté pour vous, elle tient dans la compréhension intellectuelle de ce que je vous raconte. Je crois que vous comprenez parfaitement ce que je vous raconte. Elle va tenir beaucoup plus dans la représentation mentale de ce que je vous raconte. Parce que c'est là où ça va prendre beaucoup de temps. C'est d'acquérir une autre représentation mentale. Et au début, on ne voit pas très bien ce que mentalement un texte tibétain veut nous dire. Et c'est là la grande difficulté pour nous. Elle n'est pas technique.
techniquement, ce que je viens de vous expliquer, c'est bête comme chou, en définitive. C'est un arbre qui soit est devenu un lieu, soit est devenu un agent, soit est devenu une provenance. Et ça, vous le comprenez très très bien. Simplement, au moment où on va vouloir dire aller vers l'arbre, là, on va plus savoir comment faire. Parce que, en fait, on va avoir une représentation qui, dans notre langue, suppose qu'on transforme un mot, tu vois, alors qu'en fait, non, on est juste arbre, particule, et puis ce qu'on veut dire. Donc, si on veut dire aller vers l'arbre, on dit Xingdong la, zhou, le verbe aller, c'est tout. On n'a rien. Rien. Il n'y a pas besoin même de je vais vers l'arbre, le je vais, nous allons, ça c'est super compliqué. Parce que ça veut dire que je vais, nous allons. Vous imaginez, une fois c'est V, une fois c'est allons, une fois c'est ira, une fois c'est iront. Le japonais il s'y paume, quoi. Je veux dire, pour le verbe aller, vous avez combien de formes? Si on devait faire la totalité des formes du verbe aller, c'est juste une folie. C'est même pas une seule forme. C'est je vais, il va, nous irons, ils vont, nous allons, quoi, je sais pas. C'est complètement dingue. Ça veut dire que le mot, il est sans arrêt en train de se transformer en fonction de la situation. En tibétain, non. Le verbe aller, c'est jo, point, point. Du coup, Jean-Marc, tu veux dire que ce qu'il y a de bien en tibétain, il n'y a pas de conjugaison en fait. Il n'y a pas de conjugaison. Je vais dire. Il n'y en a pas. Non, il n'y a pas de conjugaison. La difficulté pour nous, en tibétain, par rapport au verbe, par exemple, c'est un exemple, ce sera le côté égophorique de la langue. C'est-à-dire, est-ce que j'exprime une chose en totale certitude ou est-ce que j'exprime cela en termes de témoin de deuxième moins, témoin de première moins? Est-ce que j'énonce une valeur générale ou pas? Est-ce que je dis qu'en général nous allons vers l'arbre? Est-ce que je dis je vois qu'il va vers l'arbre? Est-ce que je dis je vais vers l'arbre, sous-entendu j'y vais tout le temps? Est-ce que je suis en train de dire est-ce que je vais vers l'arbre pour exprimer un doute? C'est là la difficulté en tibétain. C'est qu'en tibétain, vous devez être conscient de ce que vous dites. Et donc, en fonction de ce que vous voulez exprimer, la forme de la phrase change. Mais elle change parce que c'est une langue égophorique. Elle change toujours en rapport à ce que vous voulez dire ou exprimer de ce que vous percevez d'une situation. Mais du point de vue simple, c'est Xingdong la zhou. Ça veut dire aller vers l'arbre. C'est tout. C'est tout. Et là, vous avez la particule. Et si vous voulez dire que c'est l'arbre qui fait quelque chose, ben c'est Xingdong qui, n'importe quoi. Écrase quelqu'un, tombe, n'importe. Mais du coup, s'il n'y a pas de conjugaison, comment on peut avoir la notion des choses qui se passent aujourd'hui, hier et demain? Alors ça, c'est assumé par les auxiliaires. C'est-à-dire les auxiliaires qui vont, comme leur nom l'indique d'ailleurs, c'est des auxiliaires au sens propre, qui vont nous permettre de préciser la manière dont le verbe fonctionne. Donc on va avoir des auxiliaires qui nous disent que là c'est au passé, que là c'est au présent, que là c'est au futur, que là il y a du doute, que là il y a de l'incertitude, que là il y a de la généralité, etc. Mais bon, là, tous ensemble pendant 1 heure, on a fait un grand panorama de la langue tibétaine. Donc après, on va y aller tranquille, c'est-à-dire là maintenant, c'est les particules. Alors, vous reprenez tout ce que vous avez sur les supports, vous réécoutez la leçon, voilà. Donc on va y aller tranquille. Mais on ne va pas quitter les particules, parce que d'abord, on ne peut pas quitter les particules, et puis parce qu'il y a énormément de choses à apprendre grâce aux particules. Mais, à travers les particules, vous allez comprendre comment les Tibétains pensent, parce qu'ils ne pensent pas comme nous. Nous, on pense par association d'idées, par sous-entendu, c'est complètement différent. Et donc les particules, c'est le génitif. Les particules, c'est le génitif, le datif locatif, l'ergatif instrumental, l'ablatif, c'est tous les cas possibles. Donc le génitif, c'est une des particules. Une des. Ok? D'accord. Voilà. Eh bien, les amis, on a fait un sacré bout de chemin, là. Il me semble. Et puis, on va s'arrêter là parce qu'on a complètement explosé le compteur, évidemment. Bon, comme d'habitude, c'est pas très grave, mais bon, il faut quand même qu'on arrête. Ok?
On arrête là? Allez, on termine avec une dédicace. Sonam deye tam cheze bane tom ne nye pe ranam pom jene ke gana chimbalam trupai sipe tsole droa warai sho. Merci beaucoup. Voilà. Et puis, bonne étude. Et puis, j'essaie de vous mettre les replays le plus vite possible, comme toujours, online. Et puis, ben voilà, hein, bossez bien. Mais c'est bien. Merci beaucoup, Jean-Marc. Mais merci à vous. Au Et puis, revoir. petit à petit, ça va devenir très clair. Ça va être génial. À bientôt. Allez, à bientôt. À bientôt. Merci pour ces précieux enseignements. Merci à vous. Allez, belle journée. Au revoir et bon week-end. Au revoir. Au revoir.